Le cercle RH, débat d'actualité évidemment au cœur de l'actualité, cette crise agricole, elle occupe les médias avec ces agriculteurs qui ont posé leurs tracteurs devant l'Assemblée nationale, qui ont bloqué des autoroutes dans le sud et ils continuent le combat avec plusieurs syndicats. On va peut-être en parler d'ailleurs de cette bataille syndicale à fleurs et mouchetés, puisque d'abord c'était les bonnets jaunes et puis on voit que la FNSEA est en train de reprendre doucement de la vigueur. Mais au-delà de ce débat un peu politique et syndicale, il y a quand même un enjeu de modèle agricole, de difficulté du monde agricole. Alors, des invités qui vont nous éclairer sur ce sujet, sur deux manières différentes d'ailleurs d'observer le sujet. Véronique Reilsout, ravie de vous accueillir, ravie de vous retrouver sur le plateau, présidente de Backbone Consulting. Alors avec vous, on a toujours le cœur numérique de la France. Qu'est-ce que disent les Français? Soutiennent-ils cette crise agricole? Soutiennent-ils leur monde agricole? Et peut-être, on ira un peu plus loin, soutiennent-ils les produits agricoles français? Parce que c'est vrai que quand ils sont dans les rayons, voilà, au péage d'autoroute, on prend le tract, et puis quand on pousse le caddie, on prend un peu d'espagnol, parce que c'est moins cher. Et justement, un économiste avec nous, Sylvain Bersinger. Bonjour Sylvain, très heureux de vous retrouver, cher Sylvain. Vous êtes économiste. Bersinger-Co. Ça ressemble un peu presque à Vercingétorix. On a déjà fait la blague. On a déjà fait la blague, je la refais. Bersinger-Co, avec des notes de conjoncture, avec une note justement sur les enjeux du Mercosur, sur les impacts du Mercosur, ou pas. Avant de parler à Véronique, juste un petit point éco pour qu'on démarre, parce qu'il y a 3 sujets qui impactent le monde agricole. Son pouvoir d'achat, le Mercosur et la vaccination qui s'est fait massivement et qui a créé évidemment un choc émotionnel au sein des exploitations. Concrètement, vous, dans vos notes de conjoncture, est-ce que le Mercosur a un vrai impact économique sur le monde agricole français? Alors, je pense que tout le débat sur le Mercosur, l'accord de libre-échange, n'a pas d'impact. Voté déjà. Hein. Voilà, n'aura pas d'impact macroéconomique au sens, quand on regarde le PIB, l'inflation n'aura pas d'impact parce qu'en fait, les volumes d'échanges sont faibles. Hein. C'est moins de 1% des échanges entre la France. Les échanges entre la France et les pays du Mercosur, c'est moins de 1% du commerce total. Alors après, ça ne veut pas dire que ça n'a pas des impacts sectoriels. Parce qu'évidemment, ce qu'on va importer majoritairement des pays d'Amérique latine, de Brésil, d'Argentine, oui. C'est des produits alimentaires, de la viande par exemple. Et donc, dire que ça n'a pas d'impact macroéconomique, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas avoir d'impact sur certaines filières très spécifiques, notamment l'élevage, notamment les prix de la viande. Donc, je comprends que les éleveurs soient inquiets, parce que dans cet accord de Mercosur, dans un accord de libre-échange, chaque pays va exporter plus les produits dans lesquels il est le plus compétitif. Et les produits d'Amérique latine, leur avantage comparatif, c'est ces produits agricoles et alimentaires. Sans parler des produits OGM brésiliens, parce qu'on se souvient des tourtes OGM il y a déjà une quinzaine d'années, mais le sujet revient. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence déloyale, c'est ce que dit le monde agricole français. Voilà, c'est-à-dire qu'en théorie, il y a des normes qui font que cette concurrence déloyale n'existe pas, mais ce qu'on sait, c'est que dans les faits, aller vérifier au fin fond de la ferme, au fin fond de l'Argentine, qu'il n'y a pas eu tel ou tel antibiotique ou autre. Impossible. Voilà, on sait qu'il y a des trous dans la raquette, et que donc, il y a, disons, la règle, et est-ce que la règle est vraiment respectée? Voilà, c'est tout le débat aussi. Véronique Reilsout, j'ai envie d'aller loin. Est-ce que ces agriculteurs qui sont en train de s'unir, ils étaient très désunis, la FNSEA n'était pas dans le jeu, ils sont revenus dans le jeu, est-ce qu'ils sont en capacité j'ai envie d'aller loin, de faire tomber le gouvernement là? C'est-à-dire de pousser finalement à un tel point d'exaspération et de violence que le gouvernement tombe? J'ai envie de dire oui et non. En tout cas, ils ont plus de pouvoir pour faire tomber le gouvernement que pour faire refuser le Mercosur. Ça, c'est sûr que c'est fait. Après, c'est un mouvement qui est extrêmement populaire. Les Français aiment les agriculteurs. Comme vous le disiez fort justement, après, de l'amour au tiroir caisse, quelquefois, il y a un petit débat, mais pas tant que ça, quand même. C'est plus symbolique, l'ensemble, parce qu'effectivement, économiquement, ça joue, mais c'est quand même un peu à la marge. C'est plus extrêmement symbolique. Symbolique sur la place de l'Europe et la place de la France au sein de l'Europe. Oui. C'est plus symbolique sur la réalité de la relation qu'on a avec nos territoires et avec des métiers qui sont censés être assurés dans une forme de souveraineté. Et puis, c'est symbolique aussi sur cette espèce de France que un bon nombre de Français rejettent, qui est une France qui est régulée par des normes, et des normes qui sont souvent excessives. On l'entend beaucoup, ça. Voilà, et puis le dernier point, ça dépasse bien largement le sujet des agriculteurs, c'est les uns et les autres ont l'impression qu'ils sont maltraités. Et c'est vrai, où que vous soyez,
territorialement ou en termes de société. C'est l'impression qu'on nous traite... Un ressenti, et c'est vraiment un sujet de ressenti. Donc c'est pour ça que c'est plus symbolique qu'une réalité. Les gens des villes ont l'impression que les gens des banlieues sont mieux traités, les gens des banlieues ont l'impression que les gens des villes sont mieux traités, les agriculteurs ont l'impression qu'ils sont maltraités. Enfin, et en fait, vous avez des gens qui ont un peu de bien, ont l'impression d'être maltraités, ceux qui n'en ont pas ont l'impression d'être maltraités. En fait, le dénominateur commun, c'est un peu... Une forme de maltraitance. De maltraitance. Donc, mais comme c'est du ressenti, c'est une réalité qui est difficile à gérer. Et donc, ça explique aussi ce mouvement. Vous avez plus de 79% quand même des Français qui soutiennent ce mouvement. C'est important. Même ceux qui subissent la réalité des désagréments d'un mouvement disent, bah oui, on comprend, voire même on a envie de les aider. Et donc, pour répondre à votre question, cette longue digression, mais qui est de savoir, est-ce qu'ils ont le pouvoir ? Oui, s'il y a une réponse un peu violente, ce qui avait commencé à être un peu le cas. Tout à fait. Et bien là, faire tomber le gouvernement, peut-être pas, mais en tout cas, fédérer encore plus tous ces gens qui se sentent maltraités, la fédération de la maltraitance. C'est ça. C'est une formule punchline et qui est intéressante, puisqu'on avait un débat sur l'industrie il y a quelques temps sur ce plateau, où les industriels nous disaient la même chose. Ouais, c'est ça. Concurrence déloyale, prix plus bas qui fait que nos produits industriels ne se vendent pas, qui ressemble d'ailleurs d'assez près au débat. Concrètement, l'économiste que vous êtes, Sylvain, quand on analyse certains produits agricoles, l'agriculteur, chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise, il n'a pas la main sur ses prix, il ne fixe pas son prix, et il n'a pas la main sur les coûts externes qui lui arrivent, les intrants ou les produits qui lui sont imposés, et en bout de chaîne, il a des prix qui baissent. Enfin, économiquement, c'est absolument intenable. Ça ne peut pas tenir. Oui, alors je suis d'accord avec ce que vous dites, avec un modulo qui est qu'en fait, quand on dit les agriculteurs, ça recouvre des situations tellement diverses, en fait, qu'on met dans un même sac. Céréaliers, voilà, parce qu'on parle, éleveurs. On parle du Mercosur, mais par exemple, les vignerons, les producteurs de champagne, mettons, le Mercosur, c'est aussi des marchés... On ne les entend pas sur le Mercosur. Alors là, on les entend moins. Ils ne sont pas avec leurs tracteurs. Mais quand on dit le monde agricole, c'est aussi le monde du vin, du champagne, qui, eux, ont plutôt intérêt à voir s'ouvrir les marchés brésiliens et latino-américains. Il faudra accepter le vin argentin et brésilien. Hein. Oui, mais si on part du principe qu'il y a quand même une différence en termes de perception de qualité, il est quand même probable que... Mais est-ce qu'un autre modèle, c'est un peu ma question insidieuse, est-ce qu'un autre modèle agricole est possible ? On voit que les agriculteurs, aujourd'hui, inventent des modèles alternatifs. Ils disent, moi, plus d'intrants, je vends en direct, plus d'intermédiaires, donc je dégage de la valeur ajoutée. Comment vous regardez ce sujet, ça, Véronique ? Déjà, quand je vous disais qu'ils sont soutenus à 79%, il faut vous dire que c'est aussi un sujet qui intéresse énormément. Parce qu'on pourrait se dire, on pose la question dans un sondage, les gens disent oui, plus de 3,5 millions de mentions sur ce mois-ci, c'est assez important. Vous avez une interaction moyenne qui est bien supérieure à la moyenne, des témoignages vidéo qui sont vus plusieurs millions de fois. Et j'en viens à la réponse sur existe-t-il un autre modèle. Il y a une vidéo qui circule en ce moment sur Facebook, qui est un vieux reportage de la RTBF, qui date de 1971, ça ne nous rajeunit pas, on était à peine nés. Oui, c'est voilà. Pas loin. Eh bien, où on voit un agriculteur qui explique qu'on se trompe, que non, on a perdu notre bon sens et qu'il faudrait utiliser moins de pesticides, un peu différemment, moins passer par une grande distrib qui n'existe pas à ce moment-là de cette façon-là, mais un discours qui a été... Voilà. Et qui a été énormément repris, 50 ans, et qui a été énormément repris en disant, mais en fait, le problème n'existe pas depuis hier, c'est un déclassement lent mais certain, et en fait, quand on revient à l'origine d'une forme de mécontentement de la paysannerie française, c'est exactement ça. Eh bien, c'est de dire, mais en fait, on nous a jamais écoutés. Nous, on vous disait, il faut pas de surproduction. Nous, on vous disait, respectons la nature. Nous, on vous... Et donc, en fait, oui, il y a une forme de retour en arrière et d'envie de quelque chose qui est plus proche du bon sens et de la nature. Et puis après, le sujet des circuits courts, de trucs. Voilà. Et de la qualité. D'ailleurs, en parlant de ça, la balance commerciale, je la regardais tout à l'heure, sur le plan agroalimentaire, elle s'est extrêmement effondrée. C'est historique, je crois. C'est des chiffres jamais atteints depuis 78. C'est-à-dire qu'on vend moins de produits, on a des filières qui disparaissent, on fait plus d'oignons, on fait plus de tomates. Enfin, mais c'est absurde. Enfin, comment vous regardez, vous, l'économiste, ce sujet ? On était le pays agricole européen. C'est vrai que la balance commerciale française, d'une manière générale, s'est dégradée depuis 20 ans, et l'agriculture a été dans cette tendance, sauf la vigne, en fait. C'est le vin spiritueux. Le vin va mal, puisqu'il y a moins de consommation de vin. Voilà, mais globalement, si on regarde la balance commerciale, il y a toujours les vins spiritueux qui parviennent à tirer et la maintenir légèrement en positif. Mais en fait, on retrouve un problème qui est globalement dans l'industrie et sur l'ensemble de la balance commerciale. Et on a perdu beaucoup de parts de marché, c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans l'agriculture. On parle beaucoup du Mercosur et de la mondialisation, mais souvent vis-à-vis de nos partenaires immédiats, Allemagne,
Espagne, Italie. Le problème de la balance commerciale française, c'est pas tant un problème. Alors il y a la Chine qui est peut-être un avec petit des peu pays à part, lointains. mais c'est pas tant les problèmes avec les pays lointains, les émergents dont on parle beaucoup. C'est en fait, on a perdu des parts de marché avec nos voisins immédiats qui ont la même monnaie que nous, les mêmes règles d'accords commerciaux et globalement les mêmes normes, même s'il peut y avoir des applications un petit peu Et différentes. qui ont du soleil, qui fait pousser plein de choses et qui font du ont vin. globalement le même climat, etc. Donc il y a un problème, je dirais, qui est assez franco-français. Et souvent, on va chercher je trouve, un peu des boucs émissaires dans le Mercosur, dans les Chinois, les Brésiliens, etc. Mais vous y voyez une issue tous les deux à travers les fenêtres de là où vous regardez le sujet. Est-ce que vous y voyez une issue ou est-ce que globalement, comme depuis 20 ans que je traite ce sujet, on nous dit c'est assez mondialisé, il n'y a pas le choix, il faut que le monde agricole s'adapte. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une issue ou pas à cette crise? Alors, oui et non. Je dirais qu'il y a un problème. Je ne pense pas que ce soit que la mondialisation. Je pense que le problème de fond, c'est qu'il y a des gains de productivité énormes qui font qu'aujourd'hui, vous pouvez faire, par exemple, de l'élevage. Vous mettez 1000 bêtes dans avec un salarié robotisé, etc. Et donc, la petite ferme de la Creuse avec ses 30 bêtes, évidemment, en termes de prix, a du mal à être compétitive. Et ce n'est pas tant la mondialisation, parce qu'en fait, ces gains de productivité, ils peuvent être faits, alors oui, à l'autre bout du monde, mais ils peuvent aussi être faits en France ou chez nos voisins. Il y a déjà des débuts de tentatives de concentration des fermes. L'issue, Véronique Reilsout, est-ce qu'il y a une issue? Parce que dans le sentiment que tout le monde va rentrer, reprendre ses ballots de foin, et puis va subir des prix sur lesquels il n'a pas la main. Disons que je n'ai pas la capacité à dire l'avenir, mais j'ai la capacité de regarder quels sont les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est que autant l'ensemble de la population française, elle n'est pas tant en colère que désabusée, fatiguée et inquiète. Et maltraitée, pour reprendre. Et maltraitée, qui explique ce désabusement. Les agriculteurs, ils sont quand même encore un peu en colère. Et donc, dire qu'il va y avoir un changement de modèle, certainement pas pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer. Dire que la mondialisation est responsable de tout, sans doute pas, mais il faut un bouc émissaire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir proposer des solutions à court terme, parce que cette colère, elle va pas rentrer. Et comme vous avez quand même on va dire un tapis commun sur ce sentiment de maltraitance. Ouais, c'est voilà. Et puis on se rapproche d'élections, donc les uns et les autres se disent c'est une façon de. Et les agriculteurs vont sans doute faire partie des sujets et l'agriculture en général qui vont s'inviter dans les débats présidentiels, c'est à peu près évident. On a quand même le sentiment d'une forme d'atonie. On parlait d'industrie, on parle d'agriculture, finalement d'une sorte de déclassement de la France, sa place dans l'Europe. Vous, l'économiste, vous le ressentez, ça à travers vos chiffres, à travers vos études de conjoncture? Alors, globalement, si on prend l'économie française depuis 20 ans, c'est vrai que si on compare aux pays européens, c'est plutôt un déclassement lent, on va dire. On le voit par exemple sur la dette publique. Aujourd'hui, on est le pays qui payons le plus cher sur notre dette publique, donc perçu comme le plus risqué, alors qu'il y a encore 10 ou 15 ans, les pays d'Europe méditerranéenne étaient perçus comme beaucoup plus risqués. Donc oui, il y a cette situation-là, mais je pense que plus généralement, il y a une contradiction entre un monde agricole qui aimerait bien vivre avec des prix plus élevés et une question de pouvoir d'achat, mais vous en parlez tout à l'heure, qui fait que quand on est dans le supermarché, on veut le consommateur veut le prix le plus faible. Donc on a dès que les prix augmentent un petit peu trop, tout le monde se plaint de l'inflation. C'était le cas en 2022 par exemple. Mais du coup, les agriculteurs, eux, disent moi, j'aimerais aussi vendre mon produit plus cher. Donc, je pense qu'on a une contradiction dans tous ces mécontentements 10 secondes, qui fait que c'est difficile à résoudre. 10 secondes avant de nous quitter. Oui, il y a quand même un sujet d'éducation et de pédagogie. Et quand vous avez des Français qui sont concernés, sont capables de faire quelques efforts. Pas forcément sur le prix, parce que vous n'avez pas l'argent, mais sur le moyen pour acheter, c'est-à-dire passer par des circuits courts, avoir des sujets d'amas, passer en direct, parce que la loi Egalim n'ayant pas fonctionné, les uns et les autres essayent de trouver des contournements. Et on voit bien que les Français sont capables quand même de faire des efforts. Après, le feront-ils longtemps, c'est un autre sujet, mais là, momentanément, il y a quand même cet effet-là. Soutenir son agriculture et donc, par l'achat de ses produits, devenir un consommateur raisonné et raisonnable. Merci à vous de nous avoir éclairés. Merci à vous, Véronique Reilsout, d'être venue sur notre plateau. Présidente Backbone Consulting, c'est le pouls de la France à travers le numérique, de tout ce qui se passe sur les réseaux. Et merci à vous, Sylvain Bersingeco. Je vais m'y faire à votre nom, je vais m'y faire forcément. Vous êtes économiste avec des notes de conjoncture qui sont passionnantes. Abonnez-vous, allez voir ce qu'écrit Sylvain. Merci à vous. On tourne une page, c'est Fenêtre sur l'emploi et nous sommes en retard.